nous allons entamer les deux sessions autour du thème qui vous a été présenté, la francophonie dans les politiques étrangères, avec deux modules principaux. Donc le premier, ce matin, que nous avons intitulé « La francophonie, un nouveau maillage de politique transnationale » et le module de cet après-midi, le second et le dernier, « La francophonie comme facteur structurant dans les politiques étrangères avec un regard croisé ». Alors pourquoi cette thématique et pourquoi ces deux sous-titres ? Ce qui nous a importé pour cette journée, donc préparée en commun avec Madame Rontan qui est ici et Jean-François Payette qui animera le panel de cet après-midi. Ce qui nous importait, c'est de voir comment l'Organisation internationale de la francophonie, donc une organisation internationale, chacun le sait, décline différentes dynamiques, utilise différents leviers à l'international en traduisant de différentes manières des politiques étrangères. Cela signifie pour nous, et on va essayer de le démontrer, que, comme vous le savez, une politique étrangère est là pour défendre des intérêts nationaux, donc on est dans de l'intra-national, et une politique étrangère est là aussi pour faire rayonner un État, qu'il soit de petite, de moyenne ou de grande taille. Et on sera dans l'international de manière assez classique, mais ce qui va nous amener de manière peut-être plus singulière à nous intéresser à l'OIF, qui est une organisation intergouvernementale, donc internationale, sur la base de la coopération interétatique, c'est de voir que cette OIF aussi bascule maintenant dans le transnational. Et ce sera donc l'objet de notre premier temps ce matin, de voir quel type de gouvernance, de structure se met en place pour faire en sorte que cette OIF se présente comme une force de projection à l'international, une force de proposition à l'international, une force d'engagement à l'international. Et donc, il va falloir se structurer, encore une fois, autour de pôles de différentes gouvernances pour finalement traduire, in fine, c'est tout le sens du couplage sens-puissance, pour en arriver à se demander si l'OIF peut se projeter, peut se définir comme une puissance normative, donc jouer un rôle important dans les relations internationales, tout en jouant du transnational, c'est ce que nous allons voir ce matin, et d'une approche intergouvernementale de coopération traditionnelle avec des pays que nous présenterons dans un instant. Donc, cette OIF peut se décliner de manière, encore une fois, non pas inédite, mais singulière, parce qu'elle met en œuvre, encore une fois, des choses qui relèvent de l'intergouvernementalité, de manière classique, comme l'ONU. L'OIF n'y déroge pas, à partir d'un dénominateur commun qui est le culturel, ça aussi c'est singulier, et puis qui est décliné de différentes manières, encore une fois, pour monter en puissance, mais aussi, donc, le second pôle qui va nous intéresser dans ce transnational, encore une fois, c'est la définition de la gouvernance. Or, avec l'OIF, depuis une dizaine d'années maintenant, et on va le voir ce matin, cette gouvernance, elle s'articule autour de trois problématiques de plus en plus élaborées, sinon pérennes. C'est évidemment l'approche sécuritaire. Nous verrons, nous avons une intervention très intéressante sur les forces d'action francophones pour la régulation et la pacification des conflits en Afrique. Il y a l'aspect aussi environnemental, cette force de diplomatie que nous retrouvons un peu partout maintenant dans le monde, mais tout particulièrement en Afrique. Et puis il y a l'approche juridique. Nous parlions tout à l'heure d'une puissance normative, comment proposer des règles de droit, mais l'OIF aussi se définit à partir d'une gouvernance de plus en plus juridique, et nous le verrons avec un très bon article, un très bon papier sur le rapport à la Cour pénale internationale, le pour et le contre pour les États francophones d'adhérer à cette CPI, encore une fois, pour être mieux représentés, mieux agir, et éventuellement, encore une fois, mieux proposer des paquets
de règles ou de normes. À retenir, à titre d'exemple, c'est que l'OIF et les pays donc membres de cette organisation ont été très actifs dans le traité d'interdiction des armes nucléaires, donc adopté en 2017. Ce n'est pas un hasard, hein. La grande partie des pays africains et asiatiques avaient tout intérêt à apporter leur pierre après le TNP, conçu en 1968 entre les grandes puissances de l'après-guerre et surtout les puissances occidentales. Donc c'est ce traité international d'interdiction donc sur les armes nucléaires, encore une fois, a été largement porté par les pays de l'OIF. C'est important de le souligner. À retenir aussi pour nous, parce qu'on va le voir, ça se décline de différentes manières, c'est qu'il y a une représentation sur tous les continents, on l'a rappelé ce matin. Il y a une représentation aussi étatique qui n'est pas anodine, qu'on ne retrouve pas dans d'autres types d'organisations. C'est le rapport à l'État unitaire. Nous le verrons par exemple avec le Maroc, la France aujourd'hui, qui donc va utiliser le levier de l'OIF pour démultiplier en fait le rapport à l'international. Il y a les États fédéraux, qui se réfère aussi à la francophonie de manière très subtile, puisque souvent ce sont les entités fédérées qui vont pouvoir redéfinir le centre et la périphérie pour se projeter l'international à travers l'OIF. Et puis il y a d'autres types aussi de cercles qui vont nous intéresser. Alors le premier cercle dont on a déjà parlé ce matin, à savoir les pays membres petits, encore une fois, grands, moyens, qui vont utiliser l'OIF pour démultiplier leurs tribunes, leurs forums à l'international, de manière classique en étant membre de l'OIF. Puis le second cercle, le second rang, ce sont les membres observateurs. On a déjà parlé, notamment au sein de l'Europe centrale et orientale, que ce soit un petit pays comme la Lituanie ou un pays un peu plus connu, en tout cas vu de France, la République tchèque, qui sont très investis à travers l'OIF, précisément pour démultiplier leur audience, leur tribune. Et puis, ce dont on n'a pas du tout encore parlé, mais qui joue un rôle important, ce troisième cercle, précisément, des non-membres de l'OIF, des non-membres observateurs, et pour autant qui s'adossent à l'OIF, qui utilisent ou instrumentalisent le levier de l'OIF, et je pense à la Chine, par exemple, qui est très investie dans ces questions francophones, notamment pour développer, asseoir ou renforcer son assise en Afrique, mais qui s'intéresse de très près, en communiquant avec la France, sur les réseaux de l'OIF et de l'AUF. Donc, c'est ces différentes déclinaisons que nous allons passer en revue tout au long de la journée. Et ce matin, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur transnational, de voir comment cette OIF, de manière classiquement organisation internationale définie comme telle, bascule progressivement, on peut basculer vers ce transnational et la gouvernance qui en découle. Donc, nous aurons 4 interventions. La première de Jean-Louis Antagana, qui a été au cœur du réacteur de cette organisation internationale et qui va nous la présenter à partir de différents angles d'approche. La seconde intervention, Emilian Chuck, donc, qui va aborder là aussi de manière transnationale un aspect important de la diplomatie de l'OIF, qui est la diplomatie académique francophone, qui joue un rôle très important. Et là, je reviens à la Chine, encore une fois, qui est très intéressée par ces réseaux pour son assise, pour son développement en Afrique. Une troisième intervention qui va nous apporter beaucoup de choses nouvelles sur justement l'aspect normatif de la francophonie, donc une intervention de Romain Bonny-Cisterne. Je reviendrai plus longuement tout à l'heure sur la problématique de votre papier. Et puis, une dernière intervention d'Éric Faufac, aussi très intéressante sur la gestion des crises sur le continent africain à partir du levier francophone. Donc, messieurs, je me rappelle la remarque liminaire en vous présentant de Marielle ce matin. Je suis la seule femme. Bon, alors... Merci Marielle, je ne sais pas moi, mais j'étais en train de dire messieurs, je me rends compte d'un seul coup. Alors monsieur, vous avez la parole pour notre introduction générale, l'OIF, ovni ou pas, comme auraient dit certains Français, un machin, comme aurait dit le général de Gaulle, non. Merci beaucoup de me donner la parole et merci aux organisateurs d'avoir pensé à m'inviter pour dire un mot sur ce sujet important de ce matin.
Comme je sais qu'on est pris par des impératifs de temps, je vais essayer d'aller au plus près, au plus vite. La question sur laquelle j'avais voulu m'interroger était à savoir est-ce que la francophonie peut être considérée comme un acteur des relations internationales. C'est un beau sujet que de parler de la place de la francophonie comme acteur dans le Grand Conseil des relations internationales, mais cela aussi relève un paradoxe même de s'interroger sur la place de la francophonie. Tout à l'heure, vous avez parlé d'OVNI. Oui, ou OJNI, comme diraient d'autres, objets juridiques non identifiés. Mais on n'est ni dans un OVNI, ni dans un OJNI. C'est déjà posé, le seul fait de s'interroger sur la place de la francophonie dans les relations internationales, moi, me pose souvent problème. La question de la place de la francophonie dans les relations internationales, c'est vrai, ne fait pas l'unanimité. Autant cette place semble évidente dans beaucoup d'aires francophones, autant cette évidence semble s'étioler dès lors que l'on se rapproche de ce qui fut pourtant pendant longtemps l'épicentre de la francophonie. C'est d'ailleurs pas un hasard si beaucoup n'hésitent pas à dire que l'épicentre de la francophonie s'est éloigné de la France, je ne sais pas. Et ceux qui sont en dehors de la francophonie ne se trompent jamais sur le potentiel de la francophonie. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Chine, à juste titre. Je pense que les pays non francophones et les pays très éloignés de la francophonie ne se trompent jamais sur l'importance et l'influence que peut représenter la francophonie. Il n'y a qu'à voir les moyens que certains mettent, soit pour tenter d'influencer le travail et les réseaux de la francophonie, soit même pour rentrer dans la francophonie alors que, intrinsèquement et sur le plan de leur parcours, on ne voit pas bien le lien qu'il peut y avoir avec la francophonie, mais on voit comment ces pays mettent et des moyens et beaucoup d'autres choses pour pouvoir intégrer la sphère francophone. Tout ce que l'on peut dire de manière très rapide, c'est que la place de la francophonie n'est plus à interroger, en tout cas en 2019. Lorsque vous avez 88 États et gouvernements membres qui se réunissent, c'est plus du tiers des membres des Nations Unies. Et je pense que si on continue de s'interroger sur la place, c'est qu'il y a réellement un souci. Vous savez aussi que pour ceux d'entre vous, ou même seulement en regardant la télévision, lorsque vous regardez les différentes réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est jamais que la salle est pleine. Souvent, la salle n'atteint même pas le chiffre de 80 et autres. Or, la francophonie, en tout cas l'OIF, compte aujourd'hui 88 États et gouvernements membres. Et beaucoup de décisions qui se prennent à des niveaux très importants dans le monde se prennent souvent avec moins de ce chiffre-là, représentant les États. Donc, lorsque vous avez une organisation qui compte environ 88 États et gouvernements membres, répartis sur les 5 continents, il n'y a plus à s'interroger sur cette question. La plupart des grands enjeux globaux sont traités dans les enceintes internationales, les Nations Unies, les organisations régionales comme l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union des États américains et autres, ou alors des clubs informels. Tout cela, c'est là que se décide le sort du monde, là où s'infléchit dans un sens ou dans l'autre le cours de la mondialisation. La francophonie s'est beaucoup mobilisée ces derniers temps pour que la voix de ses membres, et notamment les plus vulnérables, parce que les plus influents n'ont peut-être pas autant besoin de la francophonie que les plus vulnérables, mais les plus vulnérables ont besoin de cet espace-là pour que leur voix soit écoutée et pour que leur voix soit entendue. Il n'y a qu'un seul exemple qui permet d'illustrer cela. Lorsqu'on discutait à Paris il y a quelques années de la COP CDP 21, le travail qui avait été abattu par les équipes de l'Institut de la francophonie pour le développement durable qui est basé à Québec était un travail considérable parce qu'il a fallu apporter un concours décisif aux négociateurs francophones, souvent des négociateurs venus des pays qui n'ont pas les moyens de bien intégrer tout ce qui avait été discuté comme technique là-dedans, et ce sont les équipes de la francophonie qui avaient aidé ces pays-là à pouvoir
discuter en état de capacité d'élaborer des plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Cette mobilisation s'est d'ailleurs poursuivie lors des dernières négociations, que ce soit à Marrakech ou à Bonn en Allemagne il y a quelques années. La francophonie est aussi, et on peut le dire, un véritable acteur en matière géopolitique. Lorsque vous avez près de 275 millions de personnes qui utilisent une langue, lorsque vous voyez que les projections qui sont faites pour 2050 indiquent qu'on aura à peu près 700 millions de locuteurs, cela veut dire qu'on a affaire à un véritable acteur qui va peser et qui pèse déjà considérablement dans le monde. Bien sûr, l'espace francophone, et en raison de sa diversité, connaît de fortes disparités. C'est d'ailleurs peut-être cela qui fait sa force, parce que tous les problèmes que l'on retrouve de manière générale dans le monde, on les retrouve dans l'espace francophone. Il y a des pays riches, des pays pauvres, des pays très développés, des pays moins développés, les inégalités, les disparités, les défis, les menaces, les forces, les accomplissements, les modèles de développement, des traits de civilisation et autres. Les grands défis mondiaux affectent donc durablement l'espace francophone, la pauvreté, l'accès à l'éducation, l'accès aux services essentiels, l'instabilité, les conflits, les migrations, ou encore des problèmes liés à la sécurité, comme ce qu'on connaît ces derniers temps, le radicalisme religieux, le terrorisme et autres. Si on doit répondre à toutes ces questions, relever ces défis, toutes ces urgences, on les retrouve dans l'espace francophone. Et à partir du moment où on essaie de trouver des réponses à ces questions dans l'espace francophone, cela fait de l'espace francophone un espace, un véritable acteur dans les relations internationales. Voilà donc une première réponse à la question de la place de la francophonie dans les relations internationales. Et il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais d'un véritable plan d'action diplomatique. La francophonie accompagne aussi ces États et gouvernements dans les grandes négociations internationales. À titre d'exemple, des pays comme le Tchad, la République centrafricaine, beaucoup de pays en sortie de crise, ou même la Côte d'Ivoire, ont su compter sur la francophonie pour les aider dans les négociations avec les institutions de Bretton Woods pour leur permettre de sortir définitivement de cette crise qui n'est pas seulement sociopolitique, mais qui est aussi économique. Ces actions diplomatiques, bien que reconnues, font donc de l'OIF un interlocuteur de choix pour les autres organisations internationales. Et d'ailleurs, ces autres organisations internationales ne s'y trompent pas lorsqu'on voit que le Commonwealth, l'Organisation des États ibéro-américains, toutes ces organisations-là essayent de nouer des partenariats avec l'Organisation internationale de la francophonie. Cela veut dire que ces organisations savent pourquoi elles veulent à tout prix nouer ces partenariats-là. Il y a quelques instants encore, bien que j'ai quitté mes fonctions à l'OIF, j'étais approché par un représentant d'une organisation internationale, on peut la citer en l'occurrence l'UNESCO, qui me disait mais nous on a bien envie de nouer un partenariat avec la francophonie parce qu'un certain nombre de questions sur lesquelles nous devons pouvoir agir en Afrique centrale sont les mêmes que celles qui intéressent l'Organisation internationale de la francophonie. On pense qu'ensemble, on peut mieux agir. Donc, mieux agir, ça veut dire agir comme acteur dans les relations internationales. La francophonie est aussi un acteur dans les relations économiques. Tout le monde s'accorde désormais pour dire qu'on ne peut pas séparer l'agenda de la paix et de la sécurité de l'agenda du développement, ni de celui de l'économie, ni du climat, ou même la culture, qui fut pendant longtemps le cœur de la francophonie. Toutes ces dimensions se retrouvent dans les crises que l'on a aujourd'hui. Et si on doit compter sur la francophonie pour essayer de démêler avec certitude ces crises, alors on est obligé d'admettre que la francophonie joue le rôle d'un véritable acteur dans les relations internationales. Une autre crise dont on peut parler en termes d'illustration, c'est la crise migratoire. Je pense que les États membres de la francophonie ont eu tort de ne pas
s'appuyer sur la francophonie pour essayer de trouver des solutions dans cette crise, puisque lorsque vous regardez l'espace francophone, c'est un espace où vous avez pratiquement la boucle en matière de migration. Vous avez les pays de départ, les pays de transit, les pays d'arrivée, les pays où même les gens décident de s'établir définitivement. Tous ces pays-là se retrouvent dans l'espace francophone. Donc je pense que l'espace francophone et la francophonie, les pays membres de la francophonie auraient pu s'appuyer sur la francophonie pour essayer de trouver les solutions dans cette crise migratoire qui n'en a pas d'ailleurs fini, qui continue. Mais là encore, quelquefois, on est comme dans une sorte de schizophrénie où les pays membres de la francophonie ont peur de donner un peu de pouvoir à l'OIF, de peur que l'OIF ne grignote sur leur pouvoir. C'est complètement schizophrène comme attitude et comme manière d'agir, puisque lorsqu'on adhère à une organisation internationale, c'est bien qu'on a décidé de se délester un peu de ses pouvoirs pour les déléguer à cette organisation. Donc on ne peut pas vouloir déléguer un certain nombre de pouvoirs à une organisation qui vous représente et en même temps avoir peur que cette organisation devienne assez forte. C'est en tout cas... chacun peut juger et chacun... moi, c'est une attitude que je n'ai pas souvent compris, mais c'est peut-être ça aussi qui fait le charme des organisations internationales. Les États aiment adhérer aux organisations internationales, mais les États n'aiment pas céder la moindre parcelle de leur pouvoir, jaloux qu'ils sont de leur souveraineté, même si on sait que la souveraineté aujourd'hui, et là je parle de quelques juristes qui sont dans la salle, ça ne représente plus grand-chose aujourd'hui, la souveraineté telle qu'on en parlait dans les années 60. Aujourd'hui, il y a un État souverain, mais souverain dans quoi? En quoi? Même le plus puissant des États ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est totalement souverain. Totalement souverain, peut-être souverain sur le plan militaire, mais comment il fait sur le plan politique? Comment il fait sur le plan économique? Donc, la francophonie est aussi un véritable acteur en matière de paix, d'état de droit et de démocratie. Je pense que quand on prend une année comme 2016 où on avait des élections dans pratiquement tous les pays de l'espace francophone, les délégations de la francophonie, lorsqu'elles y sont invitées, sont attendues avec beaucoup d'impatience par les populations qui savent pouvoir compter, au moins sur le regard attentif des équipes de la francophonie, sur le déroulement notamment du processus électoral. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des exemples ces derniers jours, lorsque la francophonie n'est pas très présente dans ce type de processus. On peut aussi voir observer un certain nombre de déviances qui ne peuvent qu'interroger. Pas besoin de le citer, mais lorsqu'on voit un processus comme celui qui vient de se passer dans un pays qui a toujours été considéré comme la vitrine de la démocratie, d'autres disaient le quartier latin de la démocratie en Afrique noire francophone, et on voit aujourd'hui, on se dit que la francophonie aurait mieux fait d'être encore plus présente et peut-être plus actrice dans ce processus électoral pour que le pays que nous aimons tous, le Bénin, continue d'être celui qu'il a toujours été, la vitrine de la démocratie en Afrique noire francophone. Donc, il est clair que la francophonie conserve toute sa place, notamment dans la mise en place des démocraties, le respect de l'état de droit et des droits et libertés des uns et des autres. À travers ces quelques exemples, j'en donnerai pas plus, je préfère qu'on puisse pouvoir échanger, si on a un peu de temps. À travers ces quelques exemples, on aurait pu en trouver d'autres sûrement plus pertinents. Il était question seulement de montrer des pistes qui illustrent une conviction quant à la place de la francophonie dans les relations internationales, que ce soit en matière de diplomatie classique, que ce soit en matière de diplomatie plus spécialisée aujourd'hui, comme la diplomatie environnementale, la diplomatie économique, la diplomatie de la paix, la diplomatie de la résolution des conflits,
la francophonie conserve toute sa place. Et il n'y a qu'une seule et bonne stratégie pour garder cette place, c'est d'agir et d'avancer. Mais peut-être avant d'agir, il faut prendre conscience de son potentiel. Et c'est peut-être par là que je voudrais terminer, parce que, à mon avis, pour avoir passé un petit moment, comme vous avez dit, dans le réacteur, je ne sais pas si c'était le réacteur, mais un peu dans la machine, je pense que c'est peut-être l'un des véritables problèmes de la francophonie et de l'espace francophone. C'est la prise de conscience de son potentiel. Les autres sont plus conscients que nous-mêmes de notre potentiel. Et ça, c'est un problème. Parce que si vous n'êtes pas conscient de votre potentiel, comme on est dans la ville lyonnaise, je vais terminer mon propos avec une illustration qui a trait au football. On connaît tous des enfants qui avaient un super potentiel en tant que footballeur, mais si vous restez au niveau du potentiel, vous resterez un éternel. Il avait le potentiel, il l'avait. Il faut transformer le potentiel en performance. Et tant que la francophonie ne transforme pas son potentiel en performance, ben, elle restera un acteur de seconde catégorie, alors que les autres sont conscients de notre potentiel et peuvent utiliser notre potentiel pour compétir et nous battre. Ce sera ça qui serait le plus regrettable. Mais je ne crois pas à ça. Je suis un optimiste né, et je pense qu'il est grand temps qu'on ait conscience de notre potentiel, parce que la francophonie et son espace représentent un vrai potentiel pour être un acteur de poids dans les relations internationales. Je vous remercie. Merci doublement. D'abord pour le sens de votre intervention, bien évidemment, et puis parce que ça nous permet de rebondir sur ce que nous avons déjà vu, organisation à la base intergouvernementale, donc coopération entre États, mais une manière aussi de transcender tout ça pour arriver à ces formes de gouvernance que vous avez aussi rappelées, et puis cette diversité ou cette disparité dans l'unité qui devrait faire la force de cette OIF. Alors le potentiel aussi, alors vous faites certainement aussi allusion au match de foot d'hier soir. Enfin, moi, je n'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler. Mais moi, je reviendrai à Zaki Laïdi, ce fameux couplage sens-puissance. Donc, on a ce potentiel, on a cette puissance, mais encore faut-il, quand on est puissant, ça a été le cas de l'Allemagne, par exemple, c'est de vouloir, comme il disait, donner du sens à sa puissance. Parce qu'encore une fois, ce découplage, surtout depuis 1989, il concerne beaucoup de pays. Et l'OIF, avec votre terme de potentiel, doit convertir maintenant cette puissance en force d'action. Donc précisément, là aussi, pour illustrer ces premiers propos, une manière de transcender ces disparités, de transcender les diversités nationales dans cet grand espace de l'OIF à travers le levier académique, qui peut permettre de construire un des cercles dont on a parlé en propos liminaire. À vous. Merci beaucoup, merci pour cette occasion. C'est avec beaucoup de gratitude que j'essaierai de contribuer aux discussions d'aujourd'hui en disant quelques petites choses sur l'opportunité d'une diplomatie académique francophone. Je suis également reconnaissant pour l'empêchement qui a fait que je sois là aujourd'hui. En principe, ça aurait dû être le directeur en Europe de l'Ouest de l'AUF. Et je profite de cette occasion pour rappeler que l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, est l'opérateur universitaire du sommet des chefs d'État. C'est une question qui reviendra dans ma présentation. Pour une raison spécifique et assez évidente, parce qu'on parle de diplomatie et on a l'OIF ici, donc l'une des difficultés, c'est de parler de diplomatie tout en gardant l'équilibre institutionnel au niveau de la francophonie entre l'OIF et l'AUF. J'essaierai de faire vite. Il y a quelques étapes dans mon plan. C'est tout d'abord de parler de l'intuition qui se retrouve dans cette formule peut-être risquée. L'intuition initiale liée à la diplomatie académique.
quelques précautions qui en découlent, quelques éléments de méthodologie et quelques perspectives. Je parle ici non pas en auteur, je parle plutôt en rapporteur, disons, parce que cette question de la diplomatie académique francophone constitue maintenant l'objet d'une série d'ateliers, de réflexion, de prospection, de montage conceptuel en quelque sorte, en cours à l'AEF en Europe de l'Ouest et à un moment donné, j'espère bien, au niveau de toute de l'AEF dans sa présence globale. Je ne ferai donc pas une référence audible à des auteurs qui sont les vôtres. Je ne parlerai pas d'Ashley ou de Cox ou de Koskeniemi ou de Sassen ou des gens comme ça. Mais à des moments dans la présentation, il y a des traces de ce développement analytique. Notamment en ce qui concerne le multilatéralisme, la dimension, cette tension entre le national et l'international et puis le transnational, la question de la dislocation des autorités, et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'intuition initiale de cette action de réflexion sur la diplomatie académique, cela concerne le constat renouvelé que dans les pratiques définissant le monde académique, c'est-à-dire tout d'abord l'enseignement supérieur et la recherche, notamment en situation de coopération internationale, il y a des effets en résonance avec les pratiques proprement diplomatiques. Tout l'enjeu maintenant, ce serait de déterminer le profil plus exact de ces résonances. En quoi la recherche et l'enseignement supérieur reprennent ou intensifient ou relancent des enjeux, des pratiques et des objectifs qui sont, on va dire, proprement parlé diplomatiques. Donc la question générale qui s'est posée, qu'on a trouvé intéressant de développer, est celle de savoir si ces effets diplomatiques des pratiques académiques peuvent être stabilisés dans une formulation plus cohérente, éventuellement dans un document, peut-être à vocation stratégique, et en fin de compte dans une action. Dans une action tout d'abord censée contribuer à la gouvernance de nos membres, qui sont les quelques 900 universités membres de l'AEF. Comme c'est, comme je l'ai dit, une action intégralement exploratoire pour l'instant, il est tout à fait normal que la place des questions soit très, très importante sur la motivation, le bien fondé, l'opportunité et les finalités possibles. Une de ces questions concerne la question des rapports entre la compétition et la solidarité dans le monde universitaire contemporain, parce que peut-être que c'est déjà une chose largement acceptée, la concurrence est la matrice qui domine une bonne partie de la gouvernance universitaire. La question de la solidarité est très importante pour la francophonie universitaire parce que dès le début, c'était l'un des principes affichés, c'était celui de ce qu'on a appelé la solidarité active. Donc comment tenir maintenant ensemble ce principe et continuer de le rendre effectif ou efficace, le principe de la solidarité active, dans une situation qui se définit tout d'abord par la compétition. Ensuite, si on a quand même évité de poser une question de type ontologique en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie académique francophone? Ou tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la diplomatie académique? Parce que
c'est un objet qui n'est pas tout à fait assuré. C'est une retenue méthodologique, voire conceptuelle, parce que, on vient de le voir, il y a une sorte de prolifération des usages quelque peu métaphoriques de la diplomatie. Il y a une diplomatie culturelle, culinaire, sportive, il y a toutes sortes de... Et on n'a pas voulu s'engager, contribuer à cette surenchère métaphorique dans l'utilisation de la notion de diplomatie. Il y a une autre diplomatie qui, elle se porte un peu mieux, c'est la diplomatie scientifique, qui semble avoir dépassé le stade critique de la question sur l'existence et sur la signification. Il y a beaucoup de documents officiels, il y a beaucoup de cadres d'action, d'analyse, des instruments d'évaluation. Il y a des organismes et des structures institutionnelles qui attestent, qui rendent effective cette question de la diplomatie scientifique. Et pour rappel, je fais très vite parce que c'est déjà assez commun, lorsqu'on dit diplomatie scientifique, on dit au moins 3 choses. C'est une sorte de définition, bien entendu, faite en anglais, mais qui fonctionne par agglomération. Il y a une science pour la diplomatie, là où la connaissance scientifique est intégrée à des politiques étrangères. Puis il y a la diplomatie pour la science, là où l'action diplomatique essaie de promouvoir la coopération scientifique. Et puis il y a une science pour de la diplomatie. Ça, c'est le rôle de la coopération scientifique dans la promotion des relations internationales. Je fais très vite parce que... Voilà. 5 minutes. Très bien. Ça doit être suffisant pour faire le saut de tout ça aux perspectives. Pour cette dimension de la diplomatie scientifique, il y a au moins 2 choses qui aident beaucoup, c'est-à-dire il y a déjà la mondialisation de l'économie du savoir, et dans ce contexte, la compétition économique définitivement consacrée, cette compétition voit dans l'innovation de pointe surtout la source rare de création d'un avantage structurel, bien entendu, et surtout dans la valorisation sociale et mieux encore commerciale de l'innovation scientifique. Donc c'est l'un des éléments qui consolident l'existence et l'efficacité de la diplomatie scientifique. L'autre, attrait lié à ce qui vient d'être évoqué, il y a une sorte de consensus selon lequel la science serait absolument décisive dans le traitement des questions et des défis planétaires en matière de climat, de migration, de développement, et ainsi de suite. Donc pourquoi nous, on a choisi de formuler une question qui porte non pas sur la diplomatie scientifique, mais sur la diplomatie académique? C'est parce que il y a à chaque fois une sorte de supplément, il y a à chaque fois une sorte de plus. Et notre tentative a été de mieux définir ce supplément. Il y a tout d'abord une autre compréhension du scientifique qui ne se limite pas à l'innovation technologique ou aux sciences d'application technologique. Pour faire extrêmement vite, désolé pour la simplification, on peut dire que dans l'académique, il y a aussi la partie des sciences humaines et sociales, par exemple, cette partie ne se retrouve pas dans les dispositifs de diplomatie scientifique. Il y a ensuite, dans l'académique, la possibilité, en quelque sorte ménagée, d'imaginer deux choses, ou d'imaginer des versions différentes de 2 choses. Tout d'abord, c'est une conception de l'université qui donc ne se
restreint pas à ce dispositif de compétition et de compétitivité. Et puis, pour faire vraiment très simple et très modeste, il y a la préoccupation pour éventuellement un autre type de mondialisation qui passerait, elle aussi, par un type de connaissance scientifique et donc d'une pratique académique différente. On a cru possible de montrer, et ça va être le travail des mois à venir, de montrer qu'il y a une relation assez consistante entre cette perspective d'une pratique académique telle que définie et la francophonie pour toute une série de raisons. Ce serait bien sûr très, très insuffisant de dire voilà, la francophonie promeut ce genre de valeurs alors que les autres ou le monde anglophone ne se fait pas le porteur de toute une série de valeurs. C'est plus compliqué, mais je ne vais pas trop insister parce que le temps ne le permet pas. Si jamais il y a des échanges, on peut revenir là-dessus. Une des préoccupations majeures dans ces démarches sur la diplomatie académique francophone porte justement sur cette tension entre le national, l'international et le transnational. C'est que ce qu'on a vu jusqu'à présent, la francophonie est un dispositif de politique nationale qui ne se retrouve pas comme, je pense que c'était une position française, la francophonie est récupérée et relancée en quelque sorte par le ministère des Affaires étrangères et elle ne s'est pas retrouvée dans la création de Bienvenue en France. L'une des possibilités de voir tout ça, c'était que la francophonie n'a pas été prise en considération, par exemple, dans le montage de cette réforme, je dis ça comme ça rapidement, universitaire. Donc, pour toute une série de raisons, pour ne pas empiéter sur le domaine de compétences de l'EIF, pour prendre en considération les stratégies et les intérêts des universités qui nous concernent nous pensons que la meilleure manière de formuler la capacité des pratiques académiques francophones de produire des effets diplomatiques, ce serait en prenant en compte de manière substantielle la partie de gouvernance globale, là où des acteurs non étatiques peuvent s'affirment déjà depuis longtemps, et où les universités, en produisant un certain type de savoir, pourraient devenir des acteurs, et ainsi de suite. Je pense que j'ai tout dépassé. Je m'arrête là, de manière violente, mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais en vous écoutant, on a l'impression de retrouver des choses importantes dans le débat, vous savez, qui avait animé le programme Erasmus pour l'Union européenne. Et je me permets de lancer comme ça une idée. À quand un programme Erasmus de l'OIF qui pourrait peut-être, non pas s'appeler évidemment Erasme ou Erasmus, mais jouer sur 3 formes d'acronymes, enfin une première forme d'acronyme pour un homme de lettres. Il n'y a pas beaucoup de femmes de lettres, hein, donc un homme de lettres de l'Occident, un homme de lettres pour le continent africain, un homme de lettres ou une femme de lettres pour le continent asiatique. Et vous voyez, on pourrait faire un programme Erasmus AUF. D'accord ? On en reparle alors. Il faut juste convaincre la Commission européenne de financer cela parce que la francophonie... il faudrait que ce soit l'OIF, une organisation internationale quand même de la francophonie, demander à l'Union européenne. Bon, enfin, ça c'est un autre débat. Mais voilà, on pourrait réfléchir à un programme académique, scientifique qui s'inspire d'Erasmus pour le terme et pour l'application, le champ d'application. 3e intervention. Pardon de le dire, mais pardon de le dire parce que y a un aspect personnel que j'ai trouvé passionnante à lire.
une approche inédite pour l'Organisation internationale de la francophonie. Comme je le relevais tout à l'heure en introduction, c'est cette entrée normative, le rapport au droit, qui peut être un vecteur d'égalisation au sein de l'OIF et dans une perspective géopolitique intéressante parce que ça remet en place, ça reconsidère le rapport au centre-périphérie entre les pays occidentaux colonisateurs et puis les pays du Sud donc colonisés, donc qui remettrait en cause l'approche centre-périphérie et puis surtout les flux traditionnellement nord-sud pour arriver à des flux sud-sud, où je veux en venir avec des pays essentiellement africains mais aussi asiatiques qui ont adhéré à la CPI, donc à la Cour pénale internationale, donc créée en 1998, et qui est une forme, comme l'EIF, de projection égalitaire que certains pays ont tout intérêt à utiliser pour se mettre à égalité de droit, dans tous les sens du terme, avec d'anciennes ou toujours grandes puissances. Je pense là à la France par rapport aux pays africains. Et donc, votre papier, votre intervention, va nous amener à nous interroger sur deux temps principaux finalement. Le premier temps qui est celui du calcul, si je puis me permettre cette expression, d'un pays notamment africain à adhérer au cercle, au forum de cette CPI, et puis ce qui va être finalement en votre démonstration, le second temps de dire mais finalement cette CPI se retourne contre l'assise de ces pays africains parce que comme vous le savez, la plupart des tribunaux pénaux internationaux, les fameux TPI, ont pris en ligne de mire des conflits africains. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour cet accueil. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler de la justice pénale internationale dans la politique étrangère des pays francophones. Et pour commencer, je souhaiterais rebondir sur ce qu'a dit l'un de mes prédécesseurs. On a parlé de souveraineté. La justice pénale internationale, c'est précisément l'abandon pour un pays d'une fraction de sa souveraineté pour la mettre dans les mains d'une juridiction extra-étatique qui, pour ce qui est de la Cour pénale internationale, relève du giron de l'Organisation des Nations Unies. Donc, dans un paradigme où les États sont des États souverains, c'est le principe structurant du droit international public, le fait d'abandonner une partie de sa souveraineté envers une juridiction extra-étatique, ça n'allait pas de soi. Mais on s'est rendu compte avec les jugements qui ont été organisés contre les anciens dignitaires nazis, par exemple, que le modèle de la justice pénale internationale pouvait se révéler utile et légitime pour juger les crimes d'une particulière gravité. Alors, depuis 1945 jusqu'en 1998, où on est arrivé à la maturité la plus incarnée d'un projet de justice pénale internationale, il y avait eu des intermédiaires avec les tribunaux spéciaux. Et il me semble utile de rappeler que dans la construction de cette justice pénale internationale, la France a joué un rôle important au titre d'un des pays les plus actifs, en tout cas à l'époque, au sein de l'ONU et en tant que pays vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la France a joué un rôle très important dans la construction de cette justice pénale internationale, et à tel point qu'aujourd'hui, la justice pénale internationale, c'est un axe de la diplomatie française, c'est un élément fondamental de la politique étrangère de la France, dans la mesure où la France va tenter, au titre de sa politique d'influence, par exemple, de faire en sorte que les pays avec lesquels elle entretient des relations adhèrent, au moins formellement, c'est-à-dire ratifient le statut de Rome de 1998. Alors, pour en revenir à la francophonie, on sait que les pays de la francophonie partagent la langue française avec la France, mais la question est de savoir, est-ce qu'ils partagent aussi sa tradition juridique et, à ce titre, l'adhésion à la justice pénale internationale, avec l'idée que, en ce sens, la France serait en quelque sorte un vecteur d'exportation de normes. Alors, le constat, c'est que la plupart des pays francophones, en tout cas ceux qui sont membres de l'OIF,
ont formellement ratifié le statut de Rome, qui institue la Cour pénale internationale, mais qu'aujourd'hui, on a de nombreuses contestations qui apparaissent. Vous avez des pays qui refusent de livrer leurs ressortissants à la CPI. Vous avez des parquets nationaux, des juridictions nationales qui refusent de collaborer avec, par exemple, la procureure générale de la CPI. Vous avez des manifestations qui sont organisées dans différents pays francophones. Donc, une certaine forme de contestation qui avant était latente et qui aujourd'hui devient de plus en plus affirmée. Et pourtant, d'un autre côté, vous avez certains pays qui semblent, parce que ça les arrange bien, on va dire, adhérer à l'idéal de ce qu'est la justice pénale internationale, et on parlera essentiellement du Sénégal et du Cambodge. Alors, on voit bien que certains États vont avoir une approche très volontariste envers la justice pénale internationale. Et pour s'inscrire un peu en faux par rapport à l'intitulé de cette journée d'études, c'est parce qu'en général, ça sert plutôt leur politique intérieure que leur politique étrangère. Et d'autres pays, eux, ont une approche constante dans la critique ou voire le rejet de la justice pénale internationale. Donc, dans certains cas, la justice pénale internationale et la francophonie entretiennent des rapports très ambigus, puisque la francophonie essaye d'attirer le plus grand nombre de pays possible dans le camp de l'adhésion à la justice pénale internationale, mais en même temps, parce qu'elle est contestée, la justice pénale internationale donne lieu à des nouvelles pratiques de coopération sud-sud qui évincent complètement les pays du Nord. Alors, on parlait depuis tout à l'heure de l'OIF. L'OIF, c'est un lieu commun de le dire, ça n'est plus simplement un organe de promotion de la langue française, c'est un véritable acteur des relations internationales qui veut s'affirmer en tant que tel et qui veut devenir incontournable. Et à ce titre, l'OIF fait de la ratification du statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale l'un des axes principaux de sa politique diplomatique et notamment en matière pénale. Donc c'est un véhicule d'influence, mais la vraie question, c'est au-delà des ratifications des différents textes de loi internationaux qui sont plus ou moins encouragés par l'OIF, qu'en est-il véritablement de l'adhésion de certains pays francophones à cette justice pénale internationale ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a certains États, on va parler du Sénégal et du Cambodge, qui semblent avoir assez bien intégré, du moins l'idée d'une justice pénale internationale, c'est-à-dire du principe même que les crimes les plus graves devaient être jugés selon des formations juridiques particulières qui ne sont pas celles des tribunaux traditionnels, et d'autres qui vont de manière constante contester la justice pénale internationale. Alors, le cas du Sénégal, par exemple, c'est un pays c'est le premier pays à avoir jugé l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré, qui a pour cela organisé, selon un modèle qui va être repris après, quelques années plus tard par le Cambodge, des chambres extraordinaires africaines, c'est-à-dire, c'est pas un tribunal pénal international sous l'égide de l'ONU, c'est pas non plus les juridictions sénégalaises traditionnelles, c'est un entre-deux où vous avez des formations exceptionnelles, l'intervention des Nations Unies, mais on reste dans le giron des juridictions nationales. Pourquoi le Sénégal a tenu à organiser ces chambres africaines extraordinaires ? Parce qu'il y avait là une volonté, tout en respectant l'idéal de justice internationale, c'est-à-dire juger, répondre de ses actes, on ne souhaitait pas pour autant se soumettre à la juridiction des organisations onusiennes qui, pour des raisons tout à fait valables, ont pu être considérées comme étant des juridictions partiales ou bien trop influencées par l'Occident. On retrouve aussi dans cette décision du Sénégal une certaine volonté, en organisant ce procès, d'affirmer une certaine forme de leadership en Afrique francophone, en étant le symbole de la lutte contre les crimes pénaux internationaux les plus graves. Au Cambodge, maintenant, on a eu le 16 novembre dernier, en 2018, une décision historique de chambre extraordinaire au sein des tribunaux cambodgiens cette fois, qui ont été institués un petit peu sur le même modèle qu'au Sénégal, où pour la première fois, des anciens dignitaires du régime des Khmers rouges entre 1975 et 1979 ont été jugés pour génocide et crimes contre l'humanité et condamnés à de très lourdes peines. Donc,
Même principe que pour le Sénégal, vous avez des chambres extraordinaires qui ont été organisées à l'intérieur des tribunaux cambodgiens, avec le concours de l'ONU, avec le concours d'experts internationaux, mais toujours un système inséré aux juridictions nationales, pour éviter de se soumettre totalement à la juridiction onusienne. Et ça a été un vif succès, puisque je dirais que dans le cas cambodgien, ce qui a motivé les autorités cambodgiennes à organiser ces chambres extraordinaires et à solliciter l'appui des Nations Unies, c'était encore une fois non pas un objectif de politique extérieure, mais de politique intérieure. C'était la réconciliation nationale après des décennies de blessures qui, encore aujourd'hui, sont très vivaces dans la population khmer et qui, au travers de ce procès, ont pu être, du moins légèrement, atténuées. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de la justice pénale internationale au Cambodge et au Sénégal? C'est précisément le fait que c'est une justice qui n'est pas soumise à l'ONU. C'est une justice qui a été nationalisée, entre guillemets, internalisée. On avait des objectifs de politique intérieure à faire valoir. On a sollicité le concours de l'ONU avec des experts, avec de la logistique, mais on est resté dans le cadre des juridictions nationales. Et en même temps, on a respecté ses obligations envers le statut de Rome, qui est en réalité celui de juger les crimes les plus graves. Dans d'autres cas, en opposition avec ce que je viens de dire pour le Sénégal et le Cambodge, on a une très vive contestation de la Cour pénale internationale. Et à raison. On a considéré que la Cour pénale internationale, c'était une juridiction qui allait juger uniquement les Africains, les dignitaires africains, et ça se vérifie dans les chiffres objectifs, puisque 9 des 10 situations qui font l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale visent des États africains, et les 4 condamnations qui ont été prononcées à ce jour visent des individus africains. Donc, dans ce cas-là, la justice pénale internationale, ça n'est plus un moyen de satisfaire des objectifs de politique intérieure. C'est perçu comme étant une immixtion, une ingérence des puissances occidentales dans la marche des pays, et notamment des pays d'Afrique. Un exemple un peu emblématique, celui de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en 2011, il y a eu une élection présidentielle dont les résultats ont été contestés et qui a donné lieu à une guerre civile entre les tenants du clan Ouattara, qui a été désigné officiellement et soutenu par la France comme étant le nouveau président ivoirien, et le clan Gbagbo, qui était le président sortant. Si on raisonne en termes de chef d'accusation au sens du statut de Rome, on a eu des crimes graves qui ont été commis des deux côtés, donc dans les deux clans, et pour autant, un seul a fait l'objet d'une traduction devant la Cour pénale internationale, c'est le clan de Laurent Gbagbo, qui était le président sortant et qui était aussi le clan qui n'était pas soutenu par la France au sortir de l'élection. Donc la vraie question à se poser est la suivante. Est-ce que le fait que la France ait reconnu comme vainqueur de l'élection présidentielle Alassane Ouattara, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les atrocités, au sens du statut de Rome, encore une fois, qui ont été commises par ce clan, n'ont pas été traduites devant la Cour pénale internationale? Typiquement, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a été en 2011 l'un des débuts de la contestation de la justice pénale internationale comme étant la justice des puissants, la justice des anciens colonisateurs, et surtout une justice à géométrie variable. Parce que si vous lisez le statut de Rome, on prétend à l'universalité de la répression des crimes les plus graves, et dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a seulement une partie des crimes les plus graves qui a été traduite devant la Cour pénale internationale. Donc on voit bien que la contestation est très importante. Et à tel point qu'aujourd'hui, la justice pénale internationale est tellement contestée, notamment en Afrique, qu'elle va servir de pivot d'un repositionnement des politiques diplomatiques et des politiques étrangères de certains pays du Sud, et notamment des pays africains. L'Union africaine, il y a quelque temps, avait annoncé une stratégie de retrait collectif de la Cour pénale internationale. Ça n'a pas été totalement fait, mais c'est toujours dans les tuyaux. Donc, on voit bien que derrière la contestation de la justice pénale internationale, c'est aussi une critique des pays du consensus de Washington, entre guillemets, dont la France, qui est visée.
On reproche à la justice pénale internationale un usage politique sélectif et pourtant, dans ce maillage de politique étrangère, la francophonie semble être quand même un outil, un vecteur de recomposition de cette politique étrangère pour certains pays du Sud, puisque certains pays du Sud vont tirer profit du fait qu'ils ont en commun la francophonie, bien que ce soit des pays disparates à de nombreux égards, économiques, ethniques, religieux, etc. Et on va utiliser ces nouveaux forums de discussion Sud-Sud pour parler de justice pénale internationale. Et pour cela, on utilise la francophonie. Alors voilà, je terminerai juste en parlant d'un pays qui me semble important dans cette nouvelle recomposition Sud-Sud des politiques étrangères, c'est le Maroc. Bon, le Maroc, ça a toujours été le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Il a la côte atlantique, il a la côte méditerranéenne, il est aussi proche de l'Europe que des autres pays africains. Bon, pendant beaucoup d'années, il a, entre guillemets, plus regardé vers l'Occident que vers l'Afrique. Et aujourd'hui, le roi Mohamed VI, il y a quelques mois, avait prononcé un discours à l'Union africaine en disant bon, il faudrait peut-être que le Maroc se retourne de nouveau vers l'Afrique. Et dans ce cas-là, le Maroc pourrait être, mais ce n'est pas le seul pays, un des leaders politiques de la diplomatie sud-sud de demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment. On a déjà parlé, donc il y aura évidemment une intervention sur, je dis évidemment parce que ça sera Yousra, il y aura une intervention sur le Maroc cet après-midi et nous reviendrons sur ce statut d'État pivot, mais nord-sud et sud-sud en fait, porté par le Maroc. Il y aura aussi sans aucun doute des questions sur vos différentes interventions, mais on avait aussi en tête de poser la définition de l'état de droit à travers la CPI et l'OIF. Vous le savez, aujourd'hui, deux conceptions, l'état de droit formel et substantiel, déjà qui opposent une Hongrie et une Pologne aux pays européens occidentaux. Et pareil, ce rapport à l'état de droit se pose aussi au sein de ces groupes dont on a évoqué les attentes, donc les pays occidentaux et les pays africains. Donc, dernière intervention qui va consolider en fait notre postulat de départ, cette manière d'impulser des gouvernances, et notamment la gouvernance sécuritaire, donc sur le continent africain, noir africain en particulier. Et là aussi, on va retrouver le rôle ambigu d'une France, vous le savez, dans un bon français. Donc le président de la République a dit que la France était is come back. Donc la France est de retour en Afrique pour les questions de sécurité. Donc on va évoquer le G5 et cette force de proposition qui vient de Paris, mais qui peut être encombrante aussi pour ces approches sécuritaires. À vous, monsieur. Okay, merci. Alors, je tiens avant tout à dire toute ma gratitude à l'endroit de 2IF et à toute son équipe pour avoir bien voulu m'associer à cette journée d'études. Alors, la communication que nous présentons aujourd'hui est une œuvre collective préparée par mon assistante Kathleen Jassira Grande-Mayene et moi-même, Eric Wilson Fofak. Elle est intitulée « L'OIF en Afrique noire francophone, pratique, bilan et enjeu d'un engagement à la reconstruction post-conflit ». Et nous l'avons structurée de la manière suivante. La première articulation scrute la genèse d'une implication sans cesse grandissante de l'OIF en Afrique noire francophone. La seconde articulation, quant à elle, s'intéresse à l'engagement sécuritaire de l'OIF en Afrique subsaharienne, notamment au niveau de sa dimension pratique et bilan. La troisième articulation, quant à elle, porte sur les enjeux et défis de l'action de l'OIF en matière de reconstruction post-conflit en Afrique subsaharienne. Alors, en guise de conclusion, d'introduction, nous disons que l'OIF est l'une des principales organisations internationales présentes sur le continent africain et on peut ainsi observer justement que cette organisation s'intéresse à l'Afrique
du point de vue de la dimension conflictuelle, parce que au moins plus de 2/3 des pays d'Afrique noire ont été au moins une fois en situation de conflit armé, puis en phase de reconstruction. Il est question pour nous aussi d'aider à la vulgarisation de la contribution de l'OIF à la reconstruction d'une paix durable en Afrique noire. Et ce qui nous amène justement à nous poser la question de savoir quelle est la politique de l'OIF en matière de reconstruction post-conflit en Afrique au sud du Sahara et quels en sont les enjeux et le bilan. Alors, l'objectif d'une communication comme celle-ci est justement de cerner la place et le rôle de l'OIF dans la reconstruction d'une Afrique pacifiée et sécurisée. Et de cet objectif que nous voulons principal découlent quelques objectifs secondaires, notamment analyser les mutations ayant permis à l'OIF de se positionner en tant qu'organisation internationale à compétences multisectorielles. Aussi, interroger les enjeux et faire un bilan de l'OIF dans la reconstruction post-conflit en Afrique noire francophone et bien évidemment identifier les nouveaux défis et les défis futurs. La méthodologie a été celle de la consultation des sources à la fois primaires et secondaires, une enquête directive et semi-directive. Alors, en guise de premier plan ou première articulation, nous avons la genèse justement de cette implication qui est sans cesse grandissante sur le continent. Et nous pensons pour cela qu'en faisant de la quête de la sécurité en Afrique un enjeu central dans la réflexion sur les conditions de pacification, du développement économique et social, la francophonie marque ainsi son ancrage dans l'avenir du continent et assume désormais une place plus large, ou alors assume désormais un plan plus large, un champ plus large de compétences au-delà de ce que prévoyait justement son acte fondateur à sa création à Niamey en 1970. Et c'est donc cette Afrique qui est le berceau et l'incarnation de l'avenir francophone. Et nous le disons à juste titre parce que sur 3 fils du continent, n'est-ce pas, ont présidé ou alors étaient à la base de la naissance du projet francophone. Et c'est également sur le continent africain qu'en 1970 est née l'Agence de coopération culturelle et technique qui deviendra en 1995 l'Agence internationale de la francophonie et plus tard en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie. Le but étant de donner une dimension politique à la communauté francophone et francophile. Et comme vous pouvez l'observer sur cette carte, nous avons un nombre assez important de membres de l'OIF qui se situent au niveau du continent africain et singulièrement en Afrique au sud du Sahara, qui est justement notre champ d'études. Alors, nous disons donc que bien avant 1997 à Hanoï, on a eu une évolution vers une francophonie multidimensionnelle. Et cela s'est matérialisé par la création d'un poste de secrétaire général qui a d'ailleurs été occupé par un fils du continent, notamment son Excellence Boutros Ghali. Et aussi, nous avons eu l'adoption du plan d'action d'Hanoï, dont l'objectif ici était de développer les initiatives politiques susceptibles de contribuer au règlement pacifique des conflits en cours et contribuer à la consolidation de l'état de droit et du processus démocratique. C'est pour dire justement qu'avec un secrétaire général aux attributions politiques et diplomatiques ou encore aux attributions plus étendues, l'OIF est ainsi reconnu comme un acteur des relations internationales de plus en plus sollicité par des acteurs nationaux et par des partenaires internationaux. Et on a pu ainsi l'observer à Bamako en 2000 avec l'élaboration de sa propre démarche en matière de promotion de paix et d'adoption et l'adoption de la déclaration de Bamako.
À Madagascar, en 2005, l'OIF va monter d'un cran à travers l'adoption d'une nouvelle charte que l'on appelait la charte de la francophonie, question de s'arrimer au même niveau, n'est-ce pas, que les grandes organisations internationales qui ont pignon sur rue, j'en veux pour preuve l'Organisation des Nations Unies et le Commonwealth. Alors, globalement, il est question donc pour l'OIF d'aider ses États membres à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits, au soutien de l'État de droit et aux droits de l'homme, et ce, dans le respect de la souveraineté des États, de leur langue et de leur culture, en observant la plus stricte neutralité sur les questions de politique extérieure. Ainsi donc, depuis 1997, la francophonie a connu une mutation profonde et Hanoï l'a résolument engagée dans la prise en compte et la gestion des questions de paix et de sécurité à l'échelle internationale et plus spécifiquement vers la reconstruction après conflit. Et ce qui nous amène justement à la seconde articulation de notre intervention intitulée « L'engagement sécuritaire de l'OIF en Afrique subsaharienne, pratique et bilan ». Alors, puisqu'il s'agit de la reconstruction post-conflit, nous disons que c'est un ensemble des actions entreprises à la fin d'un conflit afin de consolider la paix et prévenir le retour des confrontations armées. Et dans ce domaine, donc, l'OIF, il faut le reconnaître, l'OIF ne possède aucun référentiel direct. Cependant, son armature juridique en la matière est construite autour des textes fondamentaux de l'organisation et des textes spécifiques sur les questions de paix, de sécurité et de démocratie. Ces actions en matière de reconstruction post-conflit sont donc menées par des organismes tels que l'AIMF, l'APF, la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et le réseau des institutionnels de l'OIF, qui se situe bien évidemment entre subsidiarité et soft power. Alors, ainsi donc, en pratique, on a des formations de soutien offertes par l'OIF dans le sens du renforcement des acteurs francophones au maintien de la paix et au processus de sortie de crise. Et on peut également citer le soutien technique et financier à de nombreux think tanks tels que le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le ROP, le réseau francophone de recherche sur les opérations de paix, et il y en a d'ailleurs davantage. Alors, et notamment des ONG aussi sur le plan local pour entretenir une veille stratégique en matière de prévention des conflits et de reconstruction dans l'espace francophone, bien évidemment en Afrique au sud du Sahara. Alors, cela nous amène tout de même à faire un bilan, notamment celui de reconnaître qu'avant l'adoption de la charte d'Hanoï en 1997, on observait bien des missions en matière d'observation électorale consolidées par une série de lignes directrices, notamment dans plusieurs pays africains d'Afrique noire. L'objectif ici étant d'éviter les crises sociopolitiques qui très souvent, on le sait, naissent à la suite des consultations électorales. Et ça a été le cas au Bénin en 1985, au Niger où on a observé une aide à la sortie des crises après l'assassinat du président en février 1996. Ça a également été le cas en 1997 au Mali avec les différentes missions d'assistance électorale. Et pour le cas de la RCA, qui est en situation de permanence conflictuelle, on note donc un accompagnement des transitions et à la consolidation de la paix, notamment depuis 2013. Ainsi donc, depuis 1998, on a ces missions de consolidation et d'aide à la sortie des crises. Exemple, au-delà des cas cités précédemment, nous avons le Togo, la République démocratique du Congo, le Burundi, la RCA, les Comores, etc.
Et c'est un accompagnement de la mise en œuvre des accords de paix et la poursuite du dialogue dans les environnements post-conflictuels en vue d'une consolidation de la paix et d'un retour à une vie politique apaisée. C'est également le renforcement de la gouvernance démocratique, des droits de l'homme, de l'état de droit et du rôle de la société civile dans les pays en sortie de crise. On va également noter un appui au centre de formation francophone au maintien de la paix, notamment quelques académies militaires qui ont vu le jour sur le continent. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la RDC, c'est le cas du Rwanda, etc. Alors, on note aussi l'émergence de nouveaux sujets stratégiques tels que l'accompagnement du processus de transition des processus électoraux, des questions de justice, l'amélioration des politiques de justice, des programmes vérité et réconciliation, des programmes de DDR, démobilisation, désarmement et reconstruction. Et ces programmes sont mis en œuvre dans la plupart de ces pays en situation de crise ou de post-conflit. Et là, en image, nous avons l'illustration de quelques-unes de ces activités, notamment en République démocratique du Congo, pour ce qui est de la photo de droite pour vous et gauche pour moi. Et la photo de gauche pour vous, c'est une séance, n'est-ce pas, de renforcement des capacités des acteurs du processus électoral au Cameroun. Il s'agit là de quelques actions justement menées sur le terrain par la francophonie, l'OIF, en vue justement non seulement de prévenir des conflits, mais d'accompagner aussi ces États en situation de sortie de crise. Et on peut bien se poser la question de savoir pourquoi l'OIF agit dans ce domaine-là, d'où la question des enjeux et des défis. Et ces enjeux, ils sont nombreux. Ici, nous allons retenir quelques-uns. Alors, comme premier enjeu ici, il s'agit notamment de la participation à la solidarité internationale et la contribution à la paix mondiale. Ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu pour l'OIF, de notre point de vue, est la sauvegarde d'un espace de culture et de solidarité francophone et francophile pour un meilleur brassage et partage des richesses, notamment dans un environnement pacifié. Nous avons également la consolidation de la culture démocratique et des droits de l'homme. Aussi la promotion des idéaux dans l'espace francophone et même au-delà, parce qu'aujourd'hui, les membres de l'OIF ne sont plus seulement les pays qui ont pour langue officielle le français. Alors, l'autre enjeu pour nous, l'autre enjeu qui nous semble assez important de relever ici est la préservation du précaré francophone, convoité, comme vous le savez, depuis quelques années, notamment depuis la fin de la guerre froide, par d'autres acteurs de la scène internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie et bien au-delà. En termes de défis, donc, nous pensons qu'au-delà de ces enjeux structurels, normatifs et même politiques, la reconstruction post-conflit menée par l'OIF doit relever le défi de la contemporanéité, c'est-à-dire s'adapter aux réalités actuelles de notre monde. Ainsi donc, l'OIF doit améliorer son efficacité et approfondir son processus existant. Tout comme l'OIF doit renforcer sa participation aux différents programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, parce qu'on s'est souvent rendu compte que l'OIF se limite à l'aspect de formation ou alors de renforcement des capacités de ceux qui doivent former des acteurs de terrain. Nous pensons à notre niveau que l'OIF doit davantage s'impliquer dans les programmes DDR qui sont lancés ça et là dans ces différents pays-là. Également, l'OIF doit perfectionner le renforcement des capacités des acteurs francophones dans les opérations de maintien de la paix. Et au-delà du défi linguistique aussi, on a l'éducation et la formation qui doivent constituer des leviers parmi les plus efficaces
afin de lutter contre la pauvreté, les exclusions qui sont très souvent justement génératrices de violence et de guerre. Un autre aspect sur lequel l'OIF doit insister, c'est le soutien à apporter aux différents cercles de réflexion qu'on appelle habituellement des think tanks dans le domaine du monitoring, et de la production et voire même la diffusion des contenus actualisés et critiques sur la reconstruction post-conflit. Et je dois quand même avouer que sur ce plan, on observe une sorte d'offensivité ou d'offensive de l'OIF à travers le fonctionnement du GRIP que j'ai cité tout à l'heure, du ROP et tout récemment encore de l'Observatoire Boutros-Boutros-Ghali pour le maintien de la paix, donc, dont l'OIF est l'un des principaux partenaires. Alors, il y a également des plaidoyers auprès des États en faveur d'une plus grande participation francophone aux missions de paix. Ceci parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des soldats déployés dans certains champs conflictuels ne s'exprimaient pas en français. Pourtant, ces zones de conflit étaient des espaces francophones. Alors, il faut encourager les pays francophones justement à mettre à la disposition des structures qui organisent les OMP, et mettre à leur disposition des soldats capables de s'exprimer avec plus de facilité sur le terrain. On note aussi l'appui au centre de formation et au maintien de la paix. Et en guise d'illustration, nous avons une photographie qui nous présente l'une de ces sessions de formation qui s'est tenue il y a quelques mois seulement du côté de Paris. Et tout à côté, nous avons également une plaque qui indiquait justement, qui renseignait sur le contenu du Forum régional de Yaoundé, qui avait en son temps réfléchi sur la participation francophone aux opérations de maintien de la paix, notamment dans la dimension pratique et des paramètres. Et en guise de conclusion, donc, nous pensons que l'OIF joue un rôle important et de plus en plus grandissant sur le continent, en grande partie à cause de la situation sécuritaire au sein de la majorité de ses pays membres. Et c'est un rôle, c'est une contribution qui doit cependant évoluer et s'adapter à la contemporanéité, comme nous avons dit, et surtout aux réalités locales des pays bénéficiaires. Sur ce, je vous remercie pour votre bienveillante attention. Et encore une fois, la ratification du fameux traité d'interdiction des armes nucléaires a reposé en très large partie sur l'implication des États membres de l'OIF. Ça a été souligné, remarqué plusieurs fois à l'international. Bien, le temps est venu de vous laisser la parole pour différentes questions à nos 4 intervenants. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de déjeuner. Et s'il y a trop de questions, il n'y aura pas de déjeuner non plus. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre. Monsieur. Merci beaucoup. Ce sera une petite question ou une contribution. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Ndembien, je suis en formation dans le cadre du diplôme universitaire francophonie économique. Je suis sénégalais, fonctionnaire au ministère de la Gouvernance territoriale et de l'aménagement du territoire. Voilà, donc ma question s'adresse à monsieur Romain Bauty-Christer, oui, par rapport au droit ou à la justice internationale. La compréhension que nous avons de manière générale les Africains par rapport à toutes ces instances. Même si le Sénégal a été cité parmi les 2 cas phares, qui a sujet le président après, à Dakar, cela, pour moi aussi, ne justifie pas que le fait, ne justifie pas que ces jugements ne sont pas faits sur les recommandations de l'Union européenne ou des États-Unis. Parce que c'est eux qui ont financé l'ensemble des moyens qui ont permis à ces acteurs de faire ce procès.
et que, toujours dans ce cas de procès, tous les acteurs ne sont pas conviés. Ça dit qu'il y a une seule personne coupable. Dès le départ, on sait que l'objectif, c'est de condamner une personne. En réalité, parce que après était un ancien président, son second, c'est Idriss Déby, qui était le chef de service secret militaire, qui a acheté l'avocat après en cours de procès. Il n'a pas été convoqué, il n'a pas été inquiété et après a été condamné. Donc, à mon humble avis, ce n'est pas une justice qui a été rendue à part égale. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Un président est légalement élu. Une rébellion est créée par un groupe. Depuis 10 ans, personne n'en parle. Cette rébellion est arrivée au pouvoir. Il a pris le pouvoir par la force. Une partie est jugée et, heureusement qu'il n'est pas condamné, mais il a fait 7 ans là-bas. Donc les gens aussi ne sont pas fous. Et ils savent que derrière ça, il y a d'autres intérêts. Un président est légalement élu, il a fait aussi presque 30 ans au pouvoir, son pays se portait très bien. Pour des raisons géopolitiques, un autre président est intervenu, on a déstabilisé, avec toutes les conséquences en Afrique, on l'a assassiné, et aucune autorité, aucune justice internationale n'ose interpeller ce président qui n'est plus en exercice. Monsieur, je vais faire comme sur France Inter le matin. Votre question, alors tout votre commentaire est pertinent, parce que ça va dans le sens de ce qui a été... Je suis d'accord. Hein, et alors votre question, s'il vous plaît. Bon, je voudrais faire des commentaires pour résumer. Oui, ça dit que c'est plusieurs cas. Ça dit que ça dit que de manière générale, j'ai donné le cas du Sénégal, j'ai donné le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai donné le cas de la Libye, j'ai donné le cas de l'Afghanistan. Ça dit que le constat, ça dit que pour conclure, en réalité, est-ce qu'il y a une justice internationale? Parce qu'aucune autorité des pays occidentaux n'a jamais été convoquée ni inquiétée par rapport à cette soi-disant justice internationale, et que pour l'essentiel des grands crimes, les responsables se trouvent à leur niveau. C'est à ce niveau que je parle. Concrètement, peut-être quel devrait être le rôle de la francophonie, puisque la francophonie est portée certes par tous les pays membres ou qui parlent français, mais c'est la France qui est la mère de la francophonie. Donc par conséquent, par rapport à toutes ces actions et le rôle qu'il doit jouer par rapport à cette justice internationale, quel doit être son comportement, ou au comportement de ses dirigeants qui jouent un rôle majeur par rapport à toutes ces instances de décision. Je vous remercie. Oui, alors ce n'est pas un aspect que j'ai développé particulièrement là, oralement, mais que j'ai un peu développé dans mon écrit, puisque je ne pouvais pas tout dire. Bon, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une hypocrisie majeure dans la justice pénale internationale, qui est de dire... donc vous avez raison de préciser que la France joue un rôle déterminant dans la francophonie, qu'elle a soutenu la création de la justice pénale internationale, et pour autant, on attend toujours les ressortissants français qui seraient traduits devant la Cour pénale internationale. Vous pourrez chercher autant que moi, vous n'en trouverez pas. Et au-delà, non seulement la France, naturellement, elle aurait des réticences à déférer un certain nombre de ses ressortissants devant la CPI, mais en plus... elle soutient certains de ses homologues occidentaux dans leur impunité également. Prenons l'exemple des États-Unis. Je suis juriste, je connais bien le droit. Bon, je peux vous dire que si on lit le statut de Rome, il y a beaucoup d'infractions pénales internationales qui pourraient être mises au crédit des États-Unis, que ce soit en Irak, en Afghanistan, etc. Et pour autant, on n'en parle pas. Ceci dit, les États-Unis ne sont pas totalement déconnectés de cette idée parce qu'ils commencent à avoir un peu peur de la Cour pénale internationale. Ils ont aussi parlé de mesures à son encontre, etc. Et c'est un pays qui n'a pas ratifié le statut de Rome. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas ratifié le statut de Rome qu'on ne peut pas être attrait devant la Cour pénale internationale. Bref, tout ça pour dire que oui, de manière générale, le modèle même de la justice pénale internationale, c'est un modèle... qui consacre l'hégémonie des pays du Nord sur les pays du Sud et qui n'a pas été utilisé pour condamner des ressortissants des pays du Nord. Donc oui, en cela, ce n'était pas le but de mon propos, mais une profonde réforme de la justice pénale internationale est nécessaire, et pour sa légitimité et pour son universalité, parce qu'elle se prétend universelle, en tout cas statutairement, mais elle ne l'est pas en réalité.
Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une présidente d'un pays africain, est-ce que ça peut changer quelque chose depuis qu'elle est nommée en plus? Alors moi, je vais vous donner mon opinion qui est personnelle. Même au travers du truchement des responsabilités au sein de la Cour pénale internationale, vous avez quand même derrière l'hégémonie des pays occidentaux qui se manifestent. J'ai travaillé dans un autre contexte, j'ai travaillé au Vietnam, j'ai beaucoup travaillé avec la Banque mondiale par exemple, qui est une des institutions internationales. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, les institutions de Bretton Woods et assimilées, post-1945, sont maîtrisées par les puissances occidentales. Même si vous avez une procureure générale qui est une ressortissante d'un pays africain, de manière générale, c'est des nominations qui font en sorte que la formation des personnes nommées, leur formatage intellectuel, etc., soit plutôt pro-occidental. Je ne connais pas exactement le parcours de Madame la procureure de la CPI, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai travaillé avec de nombreux ressortissants de pays du Sud quand j'étais au Vietnam, et que tous avaient fait Harvard, Yale... voilà. Donc, où est l'impartialité intellectuelle là-dedans? Je voulais juste rajouter un mot sur le sujet, même si ce n'était pas mon propos. Je pense qu'en tant que juriste, justement, il y a un vieil adage qu'on connaît tous, c'est « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Je pense que les pays africains, là encore, doivent de temps en temps battre leur propre coulpe. Quand il y a un instrument international, une convention qui est sur la table ou un projet de convention, il faut bien analyser ce projet avant de le signer. Si vous le signez parce que vous êtes très encouragé pour le signer, alors même que vous n'êtes pas sûr que ce projet va dans le sens de vos intérêts, vous devez vous interroger vous-même. Et l'exemple du Sénégal est un exemple que je citais souvent dans une autre ville. Le Sénégal, il ratifie, alors même que c'est encore en projet, ils ont déjà ratifié et signé, pour se retrouver le lendemain incapable de mettre en œuvre cette convention. Parce que si le Sénégal, contrairement à ce qu'on dit souvent, avait été l'exemple que l'on cite souvent en matière de justice pénale internationale, ils auraient fait extrader le président Habré. Ils l'auraient envoyé à Rome. À La Haye. Ils l'auraient envoyé à La Haye. Mais, pour d'autres raisons, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas en mesure, à partir du moment où la justice sénégalaise ne pouvait pas le juger, la solution dans le traité de Rome, c'est de l'envoyer à La Haye. C'était ça la solution juridique. Ils ne l'ont pas fait. Pour ce qui est l'autre aspect que vous évoquez, à savoir est-ce que le fait d'avoir une Africaine à la tête de cette institution... moi, c'est surtout... Alors là, c'est vraiment le genre d'argument que je déteste le plus. Parce que c'est pas parce que c'est une Africaine qu'elle est là pour... Non, elle n'est pas là pour défendre les... Donc ça c'est un argument qui avait été utilisé au départ pour bien sûr, autrement. Bien sûr, mais justement, c'est le contre-argument, justement, qu'il ne faut jamais utiliser. Et puis, quand on regarde son parcours, parlant de son parcours, on n'a rien contre la personne, mais on connaît quand même le pays et on connaît son parcours. Tout à fait. Elle a été magistrat et ministre de la Justice du président Yahya Jammeh, qui était, comme vous le savez tous, le plus grand démocrate en Afrique. Donc, le choix fait d'aller la chercher dans ces pays-là et d'en faire procureur de la CPI, c'est quand même pas innocent. Je pense que si on voulait trouver une femme africaine, on peut en trouver, hein. On peut en trouver qui ont des parcours qui nous indiquent aussi, qui donnent une prédisposition. Mais je parle là vraiment sur le principe. Ça n'a rien à voir avec sa personne elle-même. Si ça se trouve, elle fait parfaitement son travail là où elle est. Mais le parcours indique aussi quelque chose. Aller en Gambie, aller trouver l'ancienne ministre de la Justice de ce pays-là, de ce moment-là, c'est aussi une indication. C'est aussi une indication. La justice gambienne, à cette époque-là, n'était pas vraiment considérée comme la plus impartiale, pour avoir souvent été en Gambie, puisque c'est là qu'il y avait le siège de la Commission africaine des droits de l'homme, aussi ironie du sort.
quand vous arriviez en Gambie, je peux vous dire que vous ne vous sentiez pas tellement à l'aise à Banjul et tous les jours vous aviez des scènes qui vous indiquaient que la justice n'était pas... Mais bon, c'est le choix qui a été fait. Je pense que les pays africains n'étaient pas obligés, et ne sont pas obligés parce que c'est même pas terminé. Quand vous voyez, j'en terminerai par là, je ne vais pas monopoliser, quand vous avez vu pendant les négociations de la COP 21 à Paris, il y avait des obligations qui sont dans cette convention, que manifestement vous voyez que tel pays qui s'engage ne peut pas les respecter. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il est encouragé. Mais est-ce qu'un pays devrait aller signer une convention simplement parce qu'il est encouragé? Non, une convention c'est quelque chose qui vous oblige. Et donc lorsque vous vous engagez à signer, on doit avoir une approche, et là j'emprunte ça aux politistes, très réaliste de la signature et de l'adhésion à des traités. On ne peut pas adhérer à un traité de manière très légère pour dire après, mais j'étais obligé, parce que non. Une fois que vous l'avez fait, ça vous oblige et vous devez pouvoir assumer les conséquences. Les pays africains qui pleurnichent sur la Cour pénale internationale... Ça ne vous émeut pas? Non, ça ne m'émeut pas du tout, parce qu'ils n'étaient pas obligés de signer. Monsieur. Merci, madame, en espérant que ce n'est pas la question d'autres qui va nous priver du déjeuner. Je me présente, je m'appelle Libert Bararou-Nyeretse. Je suis ancien représentant permanent de l'OIF à Genève et à Addis Abeba. Et j'ai dernièrement fait quelques missions d'expertise pour le compte de l'OIF à Bangui, en RCA, justement, dans le cadre de l'accompagnement de la transition. Et j'en profite pour saluer M. Atangana. Alors, ma question est simple. Les uns et les autres l'ont dit. La francophonie, depuis 1970, a connu une grande mutation qui lui a conféré une dimension politique et l'a positionné comme un acteur des relations internationales, cela va de soi. Alors, je suis là depuis quelques années ici à Lyon, je participe à beaucoup de colloques et j'entends une réflexion persistante dans certains milieux universitaires pour dire que la francophonie devrait revenir à sa vocation première, à savoir se concentrer sur le domaine linguistique et culturel, que le reste n'est pas de son ressort et qui n'en a ni les moyens ni les compétences. Alors, je voulais demander à M. Atangana, sa qualité d'ancien institutionnel au sein de l'OIF, si ce discours parvient dans les organes de décision de la francophonie de la part des représentants des États qui sont plus influents que d'autres, notamment le Canada, sans doute, la France, pour voir s'il y a une mutation en cours ou si ce sont des réflexions en dehors de l'institutionnel. Merci. Est-ce que c'est une réflexion qui arrive aux oreilles des délégués auprès de la francophonie? Assurément qu'elle arrive à leurs oreilles, parce qu'on a tous les oreilles et qu'on entend tous ces réflexions. Est-ce qu'ils entendent cette réflexion? C'est une autre question. C'est une autre question. Je ne suis pas convaincu qu'un pays comme le Canada ou même un autre ait envie de ramener la francophonie à ce qu'on dit avoir été son indice initial ou son ADN. Je pense que ceux qui ont pris la peine de lire un peu tout ce qui s'est passé à Niamey, on n'a jamais dit à Niamey que la francophonie devait être réduite à la culture.
il y avait la culture, il y avait l'éducation, il y avait la solidarité. Je pense que lorsqu'on a déjà la culture, l'éducation, la solidarité, le champ est déjà assez vaste. Parce que qu'est-ce qu'on met dans la solidarité? Est-ce que c'est la solidarité sociale au sens de la sécurité sociale? Est-ce que c'est la solidarité économique? Est-ce que c'est la solidarité financière? Mais on a déjà pratiquement tout embrassé. J'ai du mal, moi, à suivre cette réflexion pour une raison simple, c'est que la raison qui est souvent avancée pour soutenir cette réflexion consiste à dire que la francophonie n'a pas les moyens de pouvoir embrasser d'autres problématiques. Moi, je pose une seule question. Est-ce qu'on peut me citer une organisation internationale qui a les moyens de ses ambitions? Une seule. J'en connais pas. J'en connais pas. Une seule. Si vous allez interroger le secrétaire général des Nations Unies, vous lui demandez s'il a les moyens de ses ambitions, vous allez voir comment il va partir en courant en vous disant « Mais monsieur, vous voulez que j'attrape une crise cardiaque, j'ai même pas les moyens à peine d'assumer le fonctionnement de l'organisation. » Le fonctionnement. Et quand vous regardez aujourd'hui les chiffres au niveau de l'Organisation des Nations Unies, je prends son exemple parce que c'est l'organisation la plus emblématique et celle qui réunit tous les États du monde, c'est chaque année qu'on procède à ce que l'on appelle en France dans l'argumentaire journalistique des coupes budgétaires, chaque année. Ça veut dire que même l'organisation mondiale la plus emblématique n'a pas les moyens de ses ambitions. Est-ce pour autant qu'on doit lui dire de réduire de manière drastique ses ambitions? Moi, je ne sais pas. On parle souvent, on fait la même réflexion aux Nations Unies en disant Nations Unies, vous avez été créés pour empêcher qu'il y ait une autre guerre mondiale. Donc vous devez faire rien d'autre que cela. Mais comment, qui connaît le déclencheur d'une guerre? Comment on fait pour maintenir la paix? Aujourd'hui, il y a des guerres environnementales. Ça existe aujourd'hui. Donc si l'Organisation des Nations Unies ne se préoccupe pas de l'environnement, elle n'est pas sûre de pouvoir tenir son mandat initial qui était le maintien de la paix. Ça veut dire que toutes les organisations, je pense, sont obligées aussi, et ça c'est un autre argument, de s'adapter quand même un peu à leur temps. Est-ce que, pour revenir à la langue, est-ce que la langue française doit être défendue? Moi, j'ai des doutes. On doit défendre la langue française. On doit promouvoir la langue française, mais la défendre, c'est comme si on était reclus, on a peur de l'envahissement et qu'il faut se défendre. Non, la langue française continue de progresser, donc elle n'a pas besoin. Une langue qui progresse n'a pas besoin d'être défendue. Elle a besoin de promotion. Et c'est de cela dont il est question. À partir de là, je pense que tout ce que la francophonie fait contribue aussi à la promotion de la langue française. On ne va pas promouvoir la langue française en se rapetissant. Et c'est en grandissant que l'on arrive à promouvoir la langue française. Et lorsque vous voyez, j'aime beaucoup l'approche de Madame la Présidente ici, lorsque vous voyez certains pays s'intéresser autant à la francophonie, pensez que c'est uniquement pour la langue. Je ne suis pas sûr que lorsque nos amis chinois envoient leurs fonctionnaires apprendre la langue française, c'est pour venir vous citer les vers de Voltaire et Montesquieu et autres. Moi, je n'ai pas cette conviction. Merci beaucoup. Mais vous voyez ce que c'est que de poser une question pertinente et d'avoir une réponse non moins pertinente mais optimiste, ça met en appétit. Mais je sais qu'il y a monsieur qui veut poser une question. Alors, avant de vous poser votre question, monsieur, est-ce qu'il y aura d'autres questions? Oula, 1, 2. Alors, nous avons 10 minutes pour 3 questions et 3 réponses. La première. Merci, madame. Je suis Mathieu Guédeno du Bénin. Je suis auditeur à 2IF. Je voudrais avant tout propos remercier les panélistes pour la qualité des communications. Cela m'amène à poser 3 questions. 3 petites questions.
Voilà. Très la première, parce qu'il y a encore 2 personnes. Oui, la première préoccupation découle de l'intervention de Madame l'ambassadrice de la Roumanie, ou bien le consul. Oui, qui n'est plus là. Qui n'est plus là. Voilà. Je vais me rapprocher de Monsieur Emilian à la fin pour avoir l'élément de réponse à ma préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la crise migratoire. Monsieur Atangana, de sa communication, disait que les États ne laissent pas de parcelles à l'OIF pour se retrouver sur le théâtre de la crise migratoire. J'aimerais savoir pourquoi la francophonie attend qu'on la saisisse, pourquoi elle-même ne rentre pas en danse pour régler le problème de la crise migratoire qui, quand même, concerne, comme il a si bien dit, les pays francophones du Sud et les pays francophones du Nord. Et ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au Maroc. Monsieur Boni disait que le Maroc, à la fin de votre communication, vous avez cité le Maroc. Je n'ai pas compris la position du Maroc. Le Maroc étant un pays pivot, sud-sud, sud-nord, et aussi un pays passerelle entre l'Afrique du Sud du Sahara et l'Europe. Je n'ai pas compris sa position dans la galaxie de la justice internationale. Est-ce que le Maroc est un pays qui conteste? Est-ce que c'est un pays qui adhère? Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a parlé du Maroc. D'accord, voilà. Merci monsieur. Alors on commence peut-être par le Maroc. Oui. Alors, le fait que j'ai parlé du Maroc à la fin de la communication, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'ils avaient soit une aversion, soit une appétence particulière pour la justice pénale internationale, puisque c'était le moment où je parlais de manière un peu plus large d'une nouvelle politique étrangère plus sud-sud, dans laquelle le Maroc pourrait jouer un rôle. Alors, après son positionnement exact envers la justice pénale internationale, je vous avoue, je ne le connais pas. Je pense qu'ils ne se sont pas nécessairement prononcés sur la question. En tout cas, ce qu'on peut déduire du repositionnement du Maroc envers l'Afrique, c'est qu'il y a peut-être des prémices de contestation d'une justice, entre guillemets, des puissants, mais ça reste à confirmer dans les mois et les années à venir. Merci. Par rapport à la question de savoir pourquoi est-ce que la francophonie ne s'auto-pas saisit elle-même de ces questions. Mais la francophonie, en tout cas l'organisation internationale, la francophonie ne peut pas s'auto-saisir d'une question. Elle peut faire une proposition aux instances qui nous gouvernent, qui gouvernent l'organisation, et tant que ces instances n'ont pas adopté, ne nous ont pas donné le titus pour le faire, on ne peut pas le faire. Donc, mais je peux vous rassurer que la proposition a été faite de pouvoir donner mandat à l'organisation pour essayer de trouver des prémices de solution à la crise migratoire, mais les États n'ont pas accepté de donner mandat sur cette question. Merci beaucoup. Monsieur. C'est bon. Je suis Kofi Luku Bernard, enseignant-chercheur en histoire économique et sociale à l'Université Félix Faure-Boigny de Côte d'Ivoire, à Billon. Je suis là dans le cadre du DU francophonie économique. Donc, je suis étudiant. Ma question va être transversale. Et je remercie les panélistes pour leur brillante prestation. L'OIF veut être, la francophonie veut être un acteur qui compte. Et je vais prendre le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire, le cas de Laurent Gbagbo. La justice internationale a montré qu'il n'est plus coupable. Mais malgré cela, il ne peut pas rentrer dans son pays. Que fait l'OIF dans ce cas-là pour en griffe décanter cette situation? Et au niveau national, pour le docteur Eric, la Côte d'Ivoire tend difficilement à la réconciliation. C'est vrai que le pays fait une croissance qui est sur papier, mais qui n'est pas inclusive. Dans votre intervention, vous avez dit
La francophonie prône à la paix et la reconstruction, mais surtout, il y a le volet réconciliation. La réconciliation tend difficilement à être mise en place en Côte d'Ivoire. Que fait l'institution dans ce cadre-là? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Puisqu'il nous reste peu de temps, si vous me le permettez, on va laisser la parole à monsieur Foffac pour vous répondre, puisque Romain a déjà pris la parole. Alors, monsieur voudrait savoir ce que fait la francophonie. Alors, dans mon intervention, j'ai listé un certain nombre de champs d'action, notamment la contribution de l'OIF à la mise sur pied d'un système judiciaire performant, la contribution de l'OIF à la formation des acteurs de justice au respect des droits de l'homme. Des exemples comme ça, on peut les citer à n'en plus finir. Mais de façon globale, il faut reconnaître que c'est une action qui n'est pas liée ou alors menée en direction ou au bénéfice d'un individu. C'est tout un système. Et lorsque le système est amélioré, je crois que c'est toute la nation qui en bénéficie. Donc la contribution de l'OIF est celle de aider à un meilleur fonctionnement des différentes institutions. D'où d'ailleurs son implication justement au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, où on a vu comment l'OIF a accompagné ceux qui étaient chargés, n'est-ce pas, de conduire ce processus, question d'aider à la pacification, n'est-ce pas, de la société. Donc ce n'est pas une action spécifique ou alors liée à un individu, mais il s'agit ici d'accompagner le système. Je ne sais pas si je réponds à... Il y a aussi ce qui est vu, il y a ce qui est visible et il y a ce qui n'est pas visible. Il y a beaucoup d'actions que l'OIF peut entreprendre, mais qui ne sont pas des actions que l'on va étaler au grand jour. Mais si vous voulez, à titre symbolique, une action qui est étalée au grand jour, mais dont on ne voit pas toujours les implications très rapidement, c'est par exemple l'organisation des Jeux de la francophonie à Abidjan. Vous savez que c'était un formidable moment de réconciliation, au moins de la jeunesse. Et je peux vous dire, pour avoir été là au moment de la préparation de ces Jeux, ce n'était pas gagné d'avance d'organiser les Jeux à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan 2 semaines avant les Jeux. Je crois que j'ai jamais été autant gardé de ma vie. Je devais avoir 8 personnes qui s'occupaient de ma pauvre petite personne parce que ça tirait encore dans la capitale. Et on disait non, ne venez surtout pas. Et l'OIF a tout fait pour organiser ces Jeux parce qu'on se disait que c'était un formidable moment de rassembler la jeunesse ivoirienne et un moment peut-être de réconciliation. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu un seul jeune venu de l'espace francophone qui a eu une égratignure. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont posées pour procéder à la réconciliation et aboutir à la réconciliation dans ce pays qui est cher à la francophonie. Merci. Une dernière question, monsieur. Ici. Regarde là. Merci. Merci. Je m'appelle Yves-Léonard Zali, juriste internationaliste sénégalais. Je suis là dans le cadre de la formation de diplôme universitaire en francophonie économique. L'expression résume en quelque sorte la réponse par rapport à la question de monsieur. Donc la francophonie ne peut plus se limiter aux aspects culturels et linguistiques. Bon, par rapport à ma question, elle est toute petite et toute simple. Je voudrais savoir qu'est-ce que la francophonie fait pour contrer la pénétration de l'anglais dans son espace. Pénétration de quoi? Je parle de la montée en puissance de l'anglais dans l'espace francophone. Parce qu'on a constaté que l'anglais devenait une langue qui était en train de piocher dans ce que devait être le domaine réservé à la langue française. J'essaierai de répondre très rapidement. C'est que les éléments très importants sont là. Ce n'est pas une compétition, et on dit ça
Lorsqu'on veut imaginer une sorte de mondialisation ouverte ou de mondialisation plurilingue, imaginer un conflit entre des langues et donc des formes, y compris de gouvernance, c'est une chose risquée, notamment, par exemple, en matière de publications scientifiques. 2% des publications scientifiques au monde sont en français. Donc, ce serait peut-être à éviter d'avoir une sorte de confrontation frontale entre les langues. Ce que la francophonie fait, au moins en matière universitaire, pour continuer à avoir de la création de savoir en français, c'est de créer des opportunités et non pas de se mettre dans une position de dénonciation d'une langue devenue effectivement et depuis longtemps hégémonique. C'est compliqué parce que c'est jamais que la langue. C'est tout le contexte institutionnel, toutes les opportunités qui vont avec, tous les dispositifs d'évaluation qui relèvent d'une langue. Donc, en ce moment, la francophonie, sans nécessairement revenir ou se réduire à la promotion ou à la défense, parce qu'à 2%, c'est peut-être aussi une petite opportunité de défendre la langue, c'est que dans la création, dans le multilatéralisme, il y a une partie de multilinguisme, justement pour cela, pour garder ouverte la possibilité de faire monde autrement. Voilà. Et vous savez, cher monsieur, que je relisais, parce que les articles que nous avons reçus à l'Institut, abstract. Donc il y a d'abord la présentation en français et l'abstract qui suit. Alors c'est peut-être une manière de répondre. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Vous l'avez compris, donc on nous attend pour déjeuner au premier étage, je pense. Voilà. Merci. Comme tout à l'heure. Oui.